Je suis appelé au bureau. Le commandant de compagnie me tend un titre de permission avec une feuille de route et me souhaite bon voyage. Je regarde combien j'ai de permissions. 17 jours. 14 pour la permission et 3 pour le voyage. Pour le voyage, c'est trop peu et je demande si je ne pourrais pas avoir 5 jours. Bertink me fait signe de bien regarder mon papier. Alors, je m'aperçois que je ne reviendrai pas tout de suite au front. Ma permission expirée, je participerai au cours du camp de la Lande. Les autres m'envient. Kat me donne de bons conseils en m'indiquant comment m'y prendre pour essayer de m'embusquer. Si tu es malin, tu y resteras. À vrai dire, j'aurais préféré ne partir que dans 8 jours, car nous resterons encore ici tout ce temps et l'on y est bien. Naturellement, il me faut payer une tournée à la cantine. Nous sommes tous un peu ivres. Je deviens mélancolique. Je resterai à l'arrière pendant 6 semaines. Certes, c'est un grand bonheur, mais que sera-ce lorsque je reviendrai? Les retrouverai-je tous ici? Hay et Kemmerich ne sont déjà plus là. À qui le tour maintenant? Nous buvons, et je regarde mes camarades l'un après l'autre. Albert est assis à côté de moi et fume. Il est très gai. Nous avons toujours été ensemble. En face est accroupie Kat, avec ses épaules tombantes, son large pouce et sa voix tranquille. Puis Müller, avec ses dents saillantes et son rire sonore. Tjaden, avec ses yeux de souris. L'air, qui se laisse pousser la barbe et qui a l'air d'avoir 40 ans. Au-dessus de nos têtes flotte une épaisse fumée. Sans tabac, que serait le soldat? La cantine est pour lui un asile. La bière est plus que de la boisson. C'est l'indice que l'on peut sans danger étendre et étirer ses membres. En fait, nous ne nous gênons pas du tout sous ce rapport-là. Nous avons les jambes allongées et nous crachons tout à notre aise autour de nous. Je ne vous dis que ça. Quelle impression tout cela fait sur quelqu'un qui s'en va le lendemain. La nuit, nous allons encore une fois de l'autre côté du canal. J'ai presque peur en disant à la svelte brune que je m'en vais et que quand je reviendrai, nous serons à coup sûr quelque part ailleurs et par conséquent séparés pour toujours. Mais elle se contente de faire quelques signes de la tête et n'a pas l'air d'être trop émue. Tout d'abord, je ne peux pas très bien comprendre, mais ensuite je saisis. L'air a raison. Si j'étais parti pour les tranchées, on aurait encore dit « Pauvre garçon ». Mais un père missionnaire, elle s'en soucie peu, car il n'est pas aussi intéressant. Qu'elle aille au diable avec son gazouillement et ses paroles. On croit à un miracle et au bout du compte, il n'y a que les pains de munitions. Le lendemain matin, de nouveau épouillé, je me dirige vers la voie ferrée. Albert et Kat m'accompagnent. À la station, on nous dit que le départ n'aura pas lieu avant quelques heures. Mes 2 camarades doivent s'en aller, rappelés par le service. Nous prenons congé l'un de l'autre. « Bonne chance, Kat. Bonne chance, Albert. » Ils s'en vont et me font signe à plusieurs reprises. Leurs silhouettes deviennent plus petites. Chacun de leurs pas, chacun de leurs mouvements m'est familier. De loin, je les reconnais très facilement. Voici qu'ils ont disparu. Je m'assieds sur mon sac et j'attends. Soudain, je suis pris d'une impatience folle. Partir. Je m'arrête dans plus d'une gare. Je prends place devant plus d'une marmite où l'on distribue de la soupe. Je m'étends sur plus d'une planche. Mais ensuite, le paysage que traverse le train devient à la fois troublant, inquiétant et familier. Il glisse au passage sur les vitres du soir avec des villages où des toits de paille s'enfoncent comme des calots sur des maisons crépies et cloisonnées, avec des champs de céréales qui, sous la lumière oblique, luisent comme de la nacre, avec des vergers, des granges et de vieux tilleuls. Les noms des stations deviennent des notions qui font trembler mon cœur. Le train roule et roule en trépidant. Je me mets à la fenêtre et je m'appuie au châssis. Ces noms-là renferment ma jeunesse. Des prairies plates, des champs, des fermes. Un attelage passe solitaire devant le ciel dans le chemin qui court parallèlement à l'horizon. Voici une barrière devant laquelle des paysans attendent,
des jeunes filles qui font des signes, des enfants qui jouent le long de la voie, des chemins qui mènent dans la campagne, des chemins bien unis, sans artillerie. C'est le soir, et si le train ne faisait pas entendre son lourd ronronnement, je ne pourrais m'empêcher de crier. La plaine se déploie, dans un bleu atténué, la silhouette des contreforts montagneux commence à s'élever dans le lointain. Je reconnais la ligne caractéristique du Doldenberg, cette crête dentelée qui s'amorce brusquement là où s'arrête la cime de la forêt. C'est là, derrière, que va apparaître la ville. Mais la lumière d'un rouge doré coule sur la terre en se confondant avec elle. Le train s'engage en criant le long d'une courbe, puis encore le long d'une autre, et irréel, confus et obscur, se dressent les peupliers très loin, l'un derrière l'autre en longues files, faits à la fois d'ombre, de lumière et de langueur. La campagne tourne lentement avec eux. Le train les contourne, les intervalles diminuent. Ils ne forment plus qu'un bloc, et au bout d'un instant, je n'en vois plus qu'un seul. Puis les autres reprennent leur place derrière le premier, et ils restent encore longtemps seuls sur le fond du ciel, jusqu'à ce qu'ils soient masqués par les premières maisons. Voici un passage à niveau. Je me tiens à la fenêtre, je ne peux pas m'en détacher. Les autres préparent leurs affaires pour descendre. Moi, je prononce à voix basse le nom de la rue que nous traversons. Rue de Brême, rue de Brême. Au-dessus de nous, il y a des cyclistes, des voitures, des êtres humains. C'est une rue grise et un viaduc gris, mais cela m'émeut comme si c'était ma mère. Puis le train s'arrête et la gare est là, avec son vacarme, ses appels et ses écriteaux. Je saisis mon sac et je le boucle sur mes épaules. Je prends mon fusil à la main et je descends les marches du wagon, presque en titubant. Sur le quai de la gare, je regarde autour de moi. Je ne connais personne ici. Une dame de la Croix-Rouge m'offre quelque chose à boire. Je m'écarte d'elle. Elle me sourit trop bêtement, tellement elle est pénétrée de son importance. Voyez donc, je donne du café à un soldat. Elle me dit « camarade », comme si j'avais besoin de cela. Mais dehors, devant la gare, brille la rivière, à côté de la rue. Elle siffle, toute blanche, en sortant des écluses du pont du moulin. La vieille tour cassée se dresse tout près. Devant elle, le gros tilleul aux vives couleurs, et derrière, le soir. Ici, nous nous sommes assis souvent. Que cela est loin. Nous avons traversé ce pont et nous avons respiré l'odeur fraîche et putride de l'eau immobile. Nous nous sommes penchés au-dessus du flot calme, de ce côté-ci de l'écluse, où de vertes lianes et des algues pendaient aux piles du pont, et de l'autre côté de l'écluse, par les jours brûlants, nous avons joui de la fraîcheur de l'écume jaillissante, tout en bavardant sur le compte de nos maîtres. Je traverse le pont, je regarde à droite et à gauche. L'eau est toujours remplie d'algues, et elle tombe toujours bruyamment, en formant un arc de blancheur. Dans la vieille tour, les repasseuses sont encore comme autrefois, avec leurs bras nus, devant le linge blanc, et la chaleur de leur fer se répand par les fenêtres ouvertes. Des chiens trottinent dans la rue étroite. Devant les portes des maisons, il y a des gens qui me regardent passer, sales et chargés comme un portefaix. Dans cette pâtisserie, nous avons pris des glaces et nous nous sommes exercés à fumer la cigarette. Dans cette rue où je passe, je connais chaque maison, l'épicerie, la droguerie, la boulangerie, et puis me voici devant la porte brune au loquet usé et ma main s'alourdit. J'ouvre. Une fraîcheur étrange m'accueille. Elle voile mes yeux. Sous mes bottes, l'escalier grince. En haut, une porte crie. Quelqu'un regarde par-dessus la rampe. C'est la porte de la cuisine qui vient de s'ouvrir. Justement, on y fait cuire des beignets de pommes de terre. L'odeur en emplit la maison. En effet, aujourd'hui, c'est samedi. C'est probablement ma sœur qui se penche là-haut. Pendant un instant, j'ai honte et je baisse la tête. Puis j'ôte mon casque et je lève les yeux. Oui, c'est ma sœur aînée. « Paul !» s'écrie-t-elle. « Paul !» Je fais un signe. Mon sac heurte la rampe. Mon fusil est si lourd. Elle ouvre une porte toute grande et crie « Mère ! Mère ! Paul est là !» Je ne peux plus avancer. « Mère ! Mère !
Paul est là !» Je m'appuie contre le mur et j'étreins nerveusement mon casque et mon fusil. Je les étreins autant que je peux, mais je suis incapable de faire un pas de plus. L'escalier se brouille devant mes yeux. Je me donne un coup de crosse sur les pieds et je serre les dents avec colère. Mais je ne peux pas résister à ce seul mot prononcé par ma sœur. Rien n'y fait. Je me tourmente pour me contraindre à rire et à parler. Impossible de faire sortir une seule parole, et ainsi je suis debout dans l'escalier, malheureux, désemparé, en proie à une crise terrible. J'essaie de me ressaisir et les larmes ne font que couler sur mon visage. Ma sœur revient et me demande « Qu'as-tu donc ?» Alors, je me fais violence et j'atteins le vestibule en trébuchant. J'appuie mon fusil dans un coin, je mets mon sac contre le mur et pose mon casque dessus. Il faut que je me débarrasse de mon ceinturon et de ce qui y est accroché. Puis je dis furieux « Apporte-moi donc enfin un mouchoir !» Elle m'en donne un qu'elle prend dans l'armoire et je m'essuie la figure. Au-dessus de moi est suspendue au mur la boîte de verre aux papillons multicolores que je collectionnais autrefois. Maintenant, j'entends la voix de ma mère. Cette voix vient de la chambre à coucher. Je demande à ma sœur « Elle n'est pas levée ?» « Elle est malade, » répond-elle. Je vais vers elle, je lui donne la main et je dis d'un ton aussi calme que je le peux « Me voici, mère. » Elle est couchée, silencieusement, dans la demi-obscurité. Elle me demande avec anxiété, tandis que je le sens, elle me tâte du regard. « Es-tu blessé ?»« Non, je suis en permission. » Ma mère est très pâle. J'ai peur de faire de la lumière. « Et moi qui suis couchée et qui pleure, dit-elle, au lieu de me réjouir. Es-tu malade ? Je vais me lever un peu aujourd'hui. » Et elle se tourne vers ma sœur qui sans cesse est obligée de faire un saut à la cuisine pour que ce qu'elle fait cuire ne brûle pas. « Ouvre aussi le pot de confiture de myrtille. Tu aimes ça, n'est-ce pas ? Me demande-t-elle. « Oui, mère. Il y a longtemps que je n'en ai pas eu. »« Comme si nous avions deviné que tu allais venir, » dit ma sœur en riant. « Justement, ton plat préféré, les beignets de pommes de terre et qui plus est avec des myrtilles. »« Mais il faut dire qu'aujourd'hui c'est samedi, » fais-je. « Assieds-toi près de moi, » dit ma mère. Elle me regarde. Ses mains sont blanches, maladives et toutes petites par rapport aux miennes. Nous ne nous parlons que très peu et je lui suis reconnaissant de ne pas m'interroger. Que pourrais-je répondre ? Après tout, je n'ai pas à me plaindre puisque je suis ici sain et sauf, assis à côté d'elle, et que dans la cuisine, ma sœur est en train de préparer le dîner, tout en chantant. « Mon cher enfant, » dit ma mère à voix basse. Nous n'avons jamais été d'une tendresse expansive dans la famille. Ce n'est pas l'usage chez les pauvres gens qui ont beaucoup à faire et qui sont accablés de soucis. Même, ils ne peuvent pas comprendre de pareilles choses, car ils n'aiment pas à répéter plusieurs fois ce qu'ils savent déjà. Lorsque ma mère me dit « Cher enfant », cela est aussi significatif que si une autre femme prononçait les paroles les plus pathétiques. Je sais que le pot de myrtille est le seul qu'il y ait dans la maison depuis des mois, et que c'est pour moi qu'elle l'a gardé, de même que les biscuits qu'elle me donne maintenant, et qui sont déjà vieux. Sûrement, ceux-ci proviennent de quelque aubaine exceptionnelle, et aussitôt elle les a mis de côté à mon intention. Je suis assis près de son lit, et par la fenêtre étincellent en brun et or les marronniers du jardin du café qui est en face. Je respire lentement, tout à mon aise, et je me dis « Tu es chez toi, tu es chez toi ». Mais je ne peux me défaire d'une certaine gêne. Je ne peux pas encore m'adapter à tout cela. Voici ma mère, voici ma sœur, voici ma boîte à papillons, voici le piano d'acajou, mais moi je ne suis pas encore tout à fait présent. Il y a un voile et un intervalle entre ma personne et les choses. Alors je vais chercher mon sac. Je le pose au bord du lit et je déballe ce que j'ai apporté. Une boule entière de fromage de Hollande, que Kat m'a procuré, 2 pains de munitions, 3/4 livre de beurre, 2 boîtes de saucissons au foie, 1 livre de graisse
et un petit sac de riz. Sûrement que vous pourrez vous en servir. Elles font signe que oui. Sans doute qu'ici, le ravitaillement ne va pas très bien. Non, il n'y a pas grand-chose. Et là-bas, vous avez ce qu'il faut? Je souris et montre ce que j'ai apporté. Pas toujours autant, mais ça peut aller. Ma sœur, Erna, emporte les vivres. Soudain, ma mère me prend vivement la main et me demande d'une voix hésitante. « Cela a-t-il été très dur, là-bas, Paul ?» Mère, que pourrais-je te répondre? Tu ne le comprendrais pas. Non, jamais tu ne le saisirais. Il ne faut pas non plus que tu le comprennes jamais. Tu me demandes si c'était dur? C'est toi qui me demandes cela? Toi, mère? Je secoue la tête et dis « Non, mère, pas tant que ça. Nous sommes là-bas beaucoup de camarades et ce n'est pas si dur que ça. » Oui, mais dernièrement, Henri Bredermeyer était ici et il a raconté que c'était terrible, maintenant là-bas avec les gaz et tout le reste. C'est ma mère qui parle ainsi. Elle dit « avec les gaz et tout le reste ». Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle a simplement peur pour moi. Dois-je lui raconter qu'une fois nous avons trouvé les occupants de 3 tranchées ennemies figés dans leur attitude comme s'ils avaient été frappés par la foudre? Les gens étaient debout ou couchés sur les parapets, dans les abris exactement à l'endroit où ils avaient été surpris, le visage bleuâtre, morts. Ah, mère, on en dit des choses. Bredermeyer raconte cela pour parler. Tu le vois, je suis bien portant et j'ai grossi. Devant les inquiétudes de ma mère, je retrouve tout mon calme. Maintenant, je peux aller et venir, parler et répondre sans craindre d'être obligé de m'appuyer soudain au mur parce que le monde s'amollit comme du caoutchouc et que mes artères deviennent sèches comme de l'amadou. Ma mère veut se lever. Pendant ce temps, je vais dans la cuisine trouver ma sœur. « Qu'a-t-elle » lui dis-je. Elle hausse les épaules. Il y a déjà quelques mois qu'elle est couchée. Mais elle ne voulait pas que nous te l'écrivions. Plusieurs médecins l'ont vue. L'un d'eux a dit que probablement c'était encore son cancer. Je vais au bureau militaire pour faire viser ma permission. Je marche lentement à travers les rues. Ça et là, quelqu'un m'adresse la parole. Je ne m'arrête pas longtemps parce que je ne désire pas beaucoup parler. En revenant de la caserne, j'entends une voix forte m'appeler. Je me retourne, tout à mes pensées, et je me trouve en face d'un commandant. Il m'apostrophe. « Vous ne pouvez pas saluer ?» « Pardonnez-moi, monsieur le commandant, dis-je confus, je ne vous ai pas vu. » Il crie encore plus fort. « Vous ne pouvez pas non plus vous exprimer correctement ?» J'aurais envie de le gifler, mais je me retiens, car autrement ma permission est fichue. Je me raidis militairement et je dis « Je n'ai pas vu, monsieur le commandant. »« Alors faites attention, dit-il rudement. Comment vous appelez-vous » Je donne mon nom. Sa grosse face rouge est toujours irritée. « Quelle formation » Je réponds réglementairement. Cela ne lui suffit pas encore. « Où ça » Maintenant j'en ai assez, je lui dis « Entre Langemarck et Bixschot. »« Comment » demande-t-il étonné. Je lui explique que je suis arrivé en permission il y a 1 heure de cela, et je pense que maintenant il va se calmer. Mais je me trompe. Il devient même plus furieux encore. « Ah, vous aimeriez à introduire ici les mœurs du front, hein? Mais rien à faire. Ici, Dieu merci, l'ordre règne. » Il commande. « 20 pas en arrière. Marche, marche !» Je suis pris d'une rage sourde, mais je ne puis rien contre lui. S'il le voulait, il me ferait arrêter aussitôt. Aussi, je reviens vivement sur mes pas, je m'avance, et 5 à 6 mètres avant d'arriver à sa hauteur, je me raidis en un salut nerveux, que je n'abandonne qu'après l'avoir dépassé de 6 mètres. Il me rappelle et me fait connaître avec bienveillance que pour une fois encore, l'indulgence l'emportera sur le règlement. Je me montre reconnaissant, selon les formes militaires. « Rompez !» commande-t-il. Je fais claquer les talons et je m'en vais.
Cela gâte ma soirée. Je rentre chez moi, je jette mon uniforme dans un coin, c'était d'ailleurs mon intention, puis je sors de l'armoire mon costume civil et je l'endosse. Je n'en ai plus l'habitude. Le costume est devenu court et étroit. Au régiment, j'ai grandi. J'ai de la peine à mettre mon col et ma cravate. Finalement, c'est ma sœur qui fait le nœud. Comme c'est léger, ce costume. On a l'impression d'être en chemise et en caleçon. Je me regarde dans la glace. C'est là pour moi une image étrange. Un communiant brûlé par le soleil et grandi trop vite me regarde avec étonnement. Ma mère est contente que je me sois mis en civil. Par là, je lui semble plus près d'elle. Mais mon père me préférerait en uniforme pour m'emmener chez ses amis. Je m'y refuse. Il fait bon être assis tranquille quelque part. Par exemple, dans le jardin du café en face de chez moi, sous les marronniers, près du jeu de quilles. Des feuilles tombent sur la table et sur le sol. Rien que quelques-unes, les premières. J'ai devant moi un verre de bière. Au régiment, on prend l'habitude de boire. Le verre est à moitié vide. J'ai donc encore à savourer quelques bons coups, bien frais, et en outre, je peux en commander, si je veux, un deuxième, puis un troisième. Il n'y a pas d'appel, ni de feu roulant. Les enfants du cafetier jouent aux quilles, et le chien met la tête sur mes genoux. Le ciel est bleu. Entre les feuilles des marronniers pointe le clocher vert de l'église Sainte-Marguerite. Ça, c'est bon, et je me sens bien. Mais je ne peux pas m'entendre avec les gens. La seule personne qui ne m'interroge pas est ma mère. Mon père, lui, est comme les autres. Il voudrait que je lui parle un peu de ce qui se passe au front. Il a des désirs que je trouve à la fois bêtes et touchants. Déjà, je n'ai plus avec lui de véritable intimité. Ce qu'il voudrait, ce serait m'entendre raconter toujours. Je m'aperçois qu'il ne sait pas que des choses semblables ne peuvent pas se raconter. Et pourtant je voudrais bien aussi lui faire ce plaisir. Mais il y a du danger pour moi à traduire ça par des paroles. J'ai peur qu'alors cela enfle gigantesquement et qu'il ne soit plus possible d'en être maître. Où en serions-nous si nous prenions la pleine mesure de ce qui se passe là-bas? Aussi, je me borne à lui conter quelques histoires amusantes. Mais il me demande si j'ai combattu au corps à corps. Je dis non et je me lève pour sortir. Cependant, je n'y gagne rien. Après que dans la rue, je me suis effrayé 2 ou 3 fois parce que le bruit des tramways ressemble à celui des obus qui s'approchent en grondant, quelqu'un me frappe sur l'épaule. C'est mon professeur d'allemand qui me pose précipitamment les questions habituelles. « Eh bien, comment cela va-t-il là-bas ?»« C'est terrible, terrible, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est épouvantable. Mais il faut que nous tenions, et somme toute, là-bas vous avez au moins une bonne nourriture, à ce qu'on m'a dit. Vous avez bonne mine, Paul. Vous paraissez très vigoureux. Ici, naturellement, ça ne va pas aussi bien, c'est tout à fait naturel. Cela même va de soi, le meilleur doit être toujours pour nos soldats. » Il m'entraîne au café, à sa table d'habitués. Je suis reçu d'une manière grandiose. Un monsieur qui porte le titre de directeur me donne la main et dit « Ah, vous venez du front. Comment est le moral là-bas ? Excellent, excellent, n'est-ce pas ?» Je déclare que chacun voudrait bien rentrer chez soi. Il rit formidablement. « Je vous crois. Mais d'abord, il vous faut rosser le Franzmann. Fumez-vous ? Tenez, allumez-en un. Garçon, apportez aussi un verre de bière à notre jeune guerrier. » J'ai malheureusement accepté le cigare. Aussi, je suis obligé de rester. Tout le monde y déborde de bienveillance. Contre cela, il n'y a rien à dire. Cependant, je suis mécontent et je fume aussi vite que je peux, pour faire au moins quelque chose. J'ingurgite d'un trait le verre de bière. Aussitôt, on m'en fait apporter un deuxième. Les gens savent ce qu'ils doivent à un soldat. Ils disputent sur ce que nous devons annexer. Le directeur, qui porte une chaîne de montre en fer, est le plus gourmand. Il lui faut toute la Belgique, les régions houillères de la France et de grands morceaux de la Russie. Il donne les raisons exactes pour lesquelles cela doit nous revenir et il reste inflexible tant que les autres ne céderont pas.
Alors il se met à expliquer en quel endroit doit se faire la percée du front français, et sur ces entrefaites, il se tourne vers moi. « Eh bien, avancez donc un peu là-bas, avec votre éternelle guerre de position. Flanquez une tripotée à ces bougres, et nous aurons la paix. » Je réponds que, selon notre opinion, une rupture du front est impossible, car ceux d'en face ont pour cela beaucoup trop de réserves. En outre, je dis que la guerre est bien différente de ce que l'on croit. Il riposte d'un air supérieur et me prouve que je n'y entends rien. « À coup sûr, pour ce qui est des détails, vous avez raison, dit-il, mais ce qui importe, c'est l'ensemble, et cela, vous n'êtes pas en état de le juger. Vous ne voyez que votre petit secteur, vous ne pouvez pas avoir d'aperçu général. Vous faites votre devoir, vous risquez votre vie, cela mérite les plus grands honneurs. Chacun de vous devrait avoir la croix de fer, mais avant tout, le front ennemi doit être rompu dans les Flandres, et puis il faut le faire céder du haut en bas. » Il souffle et s'essuie la barbe. « Il faut le faire céder complètement du haut en bas, et puis marcher sur Paris. » Je voudrais bien savoir comment il se représente la chose, et je m'enfile le 3e verre. Aussitôt, il en commande un autre. Mais je me lève. Il me met encore quelques cigares dans la poche et me congédie avec une tape amicale. « Tous nos vœux. Il faut espérer que bientôt nous entendrons parler de vous d'une façon magnifique.